Bien, bon, mesdames, messieurs, nous ouvrons cette réunion d'aujourd'hui dans des conditions vraiment particulières. Et ceci uniquement en raison de l'accélération de l'actualité. Le point d'interrogation bizarre que vous voyez sur l'écran illustre mon état d'esprit en tant que conférencier ou animateur. En effet, depuis la dernière réunion du Club Science sur des sujets sociétaux, aussi bien en France que hors de France, on avait étudié les règles générales qui animent l'évolution d'une société humaine en général, la société française bien entendu en premier, mais également les autres sociétés dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons faire une comparaison, une confrontation plutôt, entre l'actualité qui s'accélère en ce moment et tout ce que nous avons débattu dans les deux conférences précédentes du Club Science. Celle sur les sociétés initiatiques, on en dira juste quelques mots, et la suivante sur les sciences sociales. Alors, la question, alors, ce que je dois vous dire, de temps en temps, je poserai des questions, et de temps en temps, vous aurez le sentiment que j'affirme quelque chose. Ne vous trompez pas. Même ces affirmations, dans ma tête, ne sont pas des affirmations, mais des questions que je vous poserai. Des questions implicites. Tout ce que j'affirmerai seront en fait des questions. N'oublions pas ça, parce que vraiment, il y a de quoi se retrouver dans un certain brouillard de perception de l'actualité. Alors, première question, quel apport les sciences humaines et sociales apportent à notre compréhension du monde contemporain? Comment éclairent-elles les avancées scientifiques et techniques, la gestion des catastrophes, les conduites collectives ou la notion d'État et de pouvoir? Ce mois-ci, au vu des actualités accélérées, il est temps de faire un point à partir des conférences sur les sociétés initiatiques et hors de chaos et de chercher où regarder pour se faire une idée de ce qui nous attend. Alors, ça, c'est mon sentiment aujourd'hui. On est dans le chaos avant l'ordre. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, avez-vous ce sentiment, point d'interrogation, que notre monde, que dans notre monde, dans notre univers terrien actuel, le désordre est en augmentation. Et même un grand désordre est en augmentation. Avec en même temps des signes, ici ou là, de remise en ordre, pour le moment localisée. Est-ce que cette localisation va s'étendre à l'échelle de la planète? Alors ça, c'est beaucoup moins certain. Voici pourquoi je pense ça. Et en même temps, voici dans quelle ambiance j'ai mené ces dernières recherches. On se plaint de notre petite misère. Et qu'est-ce qu'on voit de l'actualité? Ce genre de scène dans de nombreux endroits de la planète. Celle-ci a lieu à Gaza. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Avec, en plus, de la part des médias aussi bien que de la part des gens en général, il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui rigolent des souffrances des autres. La première image à gauche, ça, c'est le Hamas, dans toute sa fierté d'avoir agressé Israël, d'avoir commis de nombreux crimes et exactions dans Israël, certaines étant très cruelles. Ils en rigolent parce que pour eux, Israël a pris un sacré coup dans la cafetière. Ils en rigolent. Mais les Palestiniens de Gaza, est-ce qu'ils rigolaient en même temps que les gens du Hamas? Voilà une question à vous poser. Parce que les habitants de Gaza, quand même, ce sont des gens qui pensent et qui réfléchissent, comme nous sommes capables de penser et de réfléchir. Un tel succès temporaire
de ce groupe de terroristes, parce que pour moi c'est quand même des terroristes, est-ce que ça ne va pas amener des drames et des catastrophes à venir de la part de Israël agressé? En sachant qu'un lion blessé est beaucoup plus dangereux que le même lion avant la blessure. Et là, à droite, on les voit les conséquences. Un hôpital est incendié, et cette photo a été prise, elle montre un malade en train de brûler vif. 1 minute de silence. Concentrons-nous sur les misères d'abord, qui sont en train de se développer un peu partout. Quelques minutes. Au moins 1 minute. À droite, les Russes, des Russes, sont contents de l'entrée en guerre de leur pays contre l'Ukraine. À gauche, on voit une image de Boutcha, la boucherie de Boutcha, en Ukraine. Le Soudan, là c'est encore pire, parce que personne dans le monde ne parle du Soudan. Le nombre de victimes et la gravité de leur souffrance est aussi fort que ce qui se passe à Gaza. Mais là, personne ne s'y intéresse. C'est un conflit interne, et les seules personnes qui s'en occupent ou qui s'y intéressent, ce sont les entreprises qui vendent les armes des deux parties en concurrence dans la guerre civile du Soudan. Il faut préciser qu'au Soudan, ce sont des musulmans qui massacrent des chrétiens. Ce sont des musulmans qui massacrent des chrétiens, mais des musulmans qui massacrent également des musulmans. Donc, qu'est-ce que je tire de tout ça? Eh bien, un sentiment qui me domine, et qui me domine déjà depuis un certain temps, pas avant l'actualité d'aujourd'hui, c'est que des horreurs, toutes les civilisations en ont commises. Des horreurs, la civilisation française en a commises. À l'époque coloniale. Les Européens en ont commis. À l'époque de l'esclavage. L'esclavage étant même un des 3 piliers du capitalisme, avec l'enclosure des terres en Grande-Bretagne et l'éthique calviniste, qui a donné des ailes à l'esprit des entrepreneurs du XVIIIe siècle, du XIXe siècle et du XXe siècle en Grande-Bretagne, et ensuite en Europe. Une autre réflexion. Ce qui se passe aux États-Unis nous donne la trouille pour la démocratie en général. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous, dans quelques minutes, je vous présenterai une comparaison entre la situation de Rome antique à la fin de la République romaine et la situation des États-Unis aujourd'hui. J'ai relevé un certain nombre de ressemblances qui interpellent. Il faut préciser que l'esclavage a été aboli au XVIIIe siècle en Occident, alors qu'il perdure dans les pays musulmans. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'esclavage, les esclaves, ça s'appelait les zinges, hein, dans le monde musulman. Et le monde musulman, même au Moyen-Âge, a connu de très graves révoltes de zinges, même à Bagdad. Mais là, nous sortons un petit peu du sujet. Qu'est-ce que nous voyons comme horreur aujourd'hui? L'impitoyable exploitation des Ouïghours. Qui en parle aujourd'hui des Ouïghours? Personne. Ça aussi, ça m'interpelle. En reconnaissant Israël, les Ouïghours, ce sont des musulmans, justement. En Russie. Qui habitent, non, ils habitent la Chine aujourd'hui. Ah oui, pardon. Oui. C'est la partie orientale de la Chine. Si vous avez en tête l'image de la carte de la Chine aujourd'hui, hein, vous avez donc à l'ouest la côte de Chine sur la mer de Chine, et puis allez, portez votre regard vers l'est, dirigez-vous vers l'Asie centrale, eh bien, votre regard traverse la région des Ouïghours. Vers l'ouest. Hein. Vers l'ouest, pardon, oui, vers l'ouest, la région des Ouïghours. D'ailleurs, ces Ouïghours sont liés à un événement historique. Je l'évoque juste une petite minute. En 751 de notre ère, les Arabes massacrent littéralement une armée chinoise sur le champ de bataille de Talas, qui est à l'extrême
est de l'Afghanistan actuel. Et parmi les prisonniers chinois que les Arabes ont capturés, les quelques prisonniers chinois, il y en avait qui savaient fabriquer du papier. Ils ont été importés à Bagdad, et à Bagdad est née de cette manière l'industrie du papier nécessaire et suffisante pour la diffusion du Coran, qui était impossible avant l'arrivée du papier. Et la région qui est juste à l'est de cette bataille de Talas, eh bien justement, c'est le pays des Ouïghours d'aujourd'hui. Et c'est après cette bataille que les Ouïghours sont devenus musulmans. Fin de la parenthèse. En reconnaissant Israël, l'ONU a oublié 750 000 personnes. À l'époque, personne ne disait un mot, pratiquement, sur cette foule qui a été expulsée manu militari par les Israéliens de Palestine et qui sont allés se réfugier tantôt à Gaza, tantôt en Jordanie, tantôt en Syrie, tantôt au Liban et même en Égypte. Ah non, c'est pas exact. Il y a eu une partition. Oui, c'est pas l'ONU a voté une partition. Je parle de l'expulsion des Palestiniens. L'ONU a voté une partition. Attends, c'est plus compliqué. Je sais. Excuse-moi. Hein? Il y a l'attitude de l'ONU d'une part, il y a la violence et la cruauté des Israéliens quand ils ont conquis le pays d'autre part, l'attitude des Arabes qui a été inadmissible à l'époque, qui n'ont vraiment pas du tout soutenu le sort des Palestiniens, pour des raisons d'intérêt d'État, tout simplement. Et puis, il y a les conséquences. Ces Palestiniens sont allés perturber la vie politique et sociale de tous les pays où ils se sont réfugiés. C'est pas les Arabes, c'est les Turcs, attention. Hein. Les Palestiniens sont d'origine... La descendance des Palestiniens, c'est le peuple de la mer. C'est même plus que ça. C'est uniquement les Philistins. C'est uniquement les Gazaouis. Les autres, non. Les autres... Ouais, je connais l'histoire. Je connais bien l'histoire. Palestine, en arabe, se dit Philistina. Le mot Palestine vient de Rome. C'est Rome qui a décidé de nommer le pays de Canaan Palestine. Avant, il s'appelait Canaan. C'est le pays des Amoréens, des Cananéens, mais des Araméens, etc. Ça veut dire que le vocable philistin, entre guillemets, a pénétré la culture romaine. Exactement. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Bien. Gaza, il est connu dans la Bible par l'histoire des portes de Gaza, qui ont été emportées par Samson. Bon, ça, c'est un épisode de la Bible. Bon, je ne vais pas revenir dessus. C'est pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Et enfin, la Russie, elle pose également des problèmes de cruauté et d'horreur. Parce que cette Russie moderne, elle est née de quoi exactement? Quel a été le premier État russe? Ivan le Terrible. C'est Ivan le Terrible, ou plutôt ses prédécesseurs, qui ont fondé Moscou, et la principauté de Moscou. Et la principauté de Moscou, c'était une entité politique, très petite à l'époque de sa fondation, mais qui était quand même loin des territoires du royaume de Kiev. C'est-à-dire le premier État qu'on appelle russe, RUS. Attends, tu es en train de dire que Kiev était l'ancienne capitale de la Russie avant? Non, Kiev est la capitale du royaume de Kiev, qui est née, c'est une entité politique qui est née je dirais, du mélange, je dirais de la cohérence entre la population slave locale et une autre population venue de Scandinavie. Les princes de Kiev étaient d'origine viking. Et c'est le commerce viking qui a fait la richesse de Kiev et la puissance politique vers l'an 1000 du royaume de Kiev. Et ce royaume de Kiev, ce sont les Mongols qui l'ont détruit. Les Mongols de la Horde d'Or. Donc, le premier État russe qui a vraiment compté sur l'échiquier politique mondial, c'est un État mongol. C'est le Khanat de la Horde d'Or. Et qui dit le mot mongol, il évoque dans ma tête une quantité de violence extraordinaire qui est partie de la Mongolie elle-même et puis qui est allée et qui va se répandre sur la Chine, sur tout le monde musulman asiatique, sans exception, et sur un monde qui n'était pas encore musulman, les anciens territoires qui
sont devenus aujourd'hui le cœur de la puissance russe. Alors, tu peux dire un mot? Tu sais que les Mongols, là, ça va dans ton sens. Ce sont les Mongols qui, au XIIIe siècle, ont détruit l'anciennement brillante civilisation arabe en commettant un carnage à Bagdad. Il y a eu 800 000 morts, 10 fois plus. 800 000 morts. Bagdad avait 1 million d'habitants. Elle était assiégée puis envahie par 1 demi-million de guerriers. C'était gigantesque. C'était le plus grand empire existant. Deuxième remarque. Un empire démesuré. Deuxième remarque, les vrais Russes ont résisté aux Mongols. Ça a été l'épopée d'Alexandre Nevsky. Il y a même eu un film là-dessus, au XIIIe siècle. Donc les Russes n'ont pas hérité des Mongols, ils leur ont résisté. En tout cas, la conséquence de ça, c'est que la violence a toujours été la principale manifestation de la civilisation russe qui a suivi ces événements. À un tel point d'ailleurs que la seule élection vraiment démocratique, libre de l'histoire, de toute l'histoire de la Russie, il n'y en a eu qu'une seule. Elle a eu lieu en 1917. La bande à Lénine a perdu les élections. Ils ont même été sévèrement punis par cette élection. Lénine en était très mécontent, paraît-il. Et c'est à partir de là que tout a changé. Et Lénine a lancé ses troupes pour arrêter l'Assemblée constituante à Petrograd, à Saint-Pétersbourg, qui deviendra Petrograd, et commencer l'installation de la dictature du prolétariat, soi-disant du prolétariat, en fait, la dictature des communistes, des bolcheviks. J'ai bien compris, c'était les bolcheviks contre les mencheviks. Contre les mencheviks, oui, tout à fait. Les mencheviks, c'était une révolution bourgeoise. Bourgeoise, oui. C'est comme les montagnards en France. Oui. Et puis les bolcheviks, c'est comme comment ils appelaient là, en France, pendant la révolution, il y avait les deux clans, les montagnards et les Girondins. Et les Girondins, voilà. Non, les Girondins, c'était les bolcheviks, et les montagnards, les bolcheviks. Voilà. C'est ça. Et l'élite, c'était Robespierre. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un très fort parallélisme entre l'époque de Robespierre en France et l'histoire communiste de la Russie. Mais ça, on aura peut-être le temps d'y revenir. Alors, j'ai sorti ce texte qui dit l'abîme dans lequel est tombée ma pensée, d'une certaine manière. L'abîme moral le plus profond dans lequel le monde occidental soit tombé depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la non-réaction contre ce que fait Israël aux Palestiniens aujourd'hui. Mais ce n'est pas le seul cas. Il y a eu avant ça. Il y a eu un autre cas précédent, c'est la non-réaction contre les exactions de Bachar el-Assad. Avant ça, il y a la non-réaction du pape lui-même contre l'anéantissement des Juifs d'Europe par les nazis. Oui, tout à fait. C'est ça la racine. Le reste, c'est venu. Parce que le pape est un chef d'État. Parce que le pape était un chef d'État en même temps qu'un chef religieux. Chef d'État qui était également pro-allemand. Et une autre question. Là c'est carrément une question. Hein. La Corée du Nord pourrait-elle préparer une attaque? Vous savez contre qui? La Corée du Sud. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Corée du Nord envoie des soldats en Russie sur le front ukrainien. À la demande de Poutine. À la demande de Poutine. À la demande de Poutine. Ça signifie que cette guerre d'Ukraine est en train de s'internationaliser. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce qu'en général, quand dans un conflit local, d'autres puissances commencent à intervenir, eh bien, le conflit se fige, littéralement, dans l'état qu'il est. Cela signifie que les horreurs et les massacres ils vont continuer de durer. Ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Avec Trump, ça va s'arranger. Il paraît. Il promet. Il promet. Oui, mais dans quelles conditions? Ça, c'est encore autre chose. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, au vu des actualités accélérées, il est quand même temps de faire un point à partir des conférences précédentes et chercher où regarder pour se faire une idée de ce qui nous attend. Autrement dit, je ne vais pas vous dire, mesdames, messieurs, il va se passer ceci, il va se passer cela. Non.
Mais simplement, vous suggérez quelques pistes de recherche personnelle pour vous faire une idée, vous-même, sur ce qui nous attend. Le itriatique, c'est l'initiatique. Hein? Oui, oui, oui. C'est une faute de frappe. Oui. Il vous manque un N. Alors, je reviens à cette question. Sur un premier sujet, dont on a déjà parlé ici, l'effet drapeau. Il a deux façades, l'effet drapeau. Ça, c'est la façade souriante. Et très intéressant, parce que non seulement cet événement, les Jeux Olympiques de Paris, Paris 2024, concerne l'effet drapeau, mais il concerne également un deuxième sujet que j'évoquerai tout à l'heure, les causes rythmées de l'évolution de nos sociétés. Donc, de ce côté-là, eh ben quoi? Qu'est-ce que nous voyons ici? Des foules en liesse. Une foule en liesse. Une foule en liesse. Ça, c'est la fierté de la population française des Jeux Olympiques. Mais attention, cette image relève d'une période qui suit la cérémonie inaugurale, illustrée par le fameux cavalier sur la scène. Avant la cérémonie d'ouverture, les sentiments des Français en général sur les Jeux Olympiques oscillaient, étaient quelque part entre l'indifférence et une certaine hostilité. Combien ça va nous coûter? Il va y avoir des risques d'attentats terroristes terribles, ça va nous coûter énormément d'argent, on risque un échec retentissant, etc., etc. Et je dois vous avouer une chose, je faisais partie des olympiosceptiques avant la cérémonie d'ouverture. Et je vous avoue également que j'ai changé d'avis pendant la cérémonie d'ouverture. Je me suis dit, Denis, tu as peut-être tort de raisonner comme ça. Attends la suite. Et bien la suite, c'est le déroulement des Jeux qui a été une fête. Et puis une fête presque tous les Français. C'est incontestable. Ça, c'est le côté souriant de l'effet drapeau. La fierté de tout un pays pour un événement qu'il a organisé, dont il a pris la responsabilité et qui a réussi cet événement. Malheureusement, il y a le pire des côtés, le plus durable, le plus douloureux, le côté obscur. Je peux dire un mot, non Oui. Globalement, ça a quand même été une réussite. Oui. Voilà. Ce qu'on craignait avant, c'était surtout les attentats islamistes. Enfin, grâce aux mesures prises par la police. On a très bien fait les choses, absolument. S'empêcher de circuler partout, etc. Oui, moi, je vais organiser un colloque scientifique, tout à fait. Parce que tout Oui. était bloqué. Ça a été une réussite sportive et sécuritaire. Oui, tout à fait. On craignait des attentats sportive, sociétale. Mais on a eu droit à une ouverture qui était quand même, je dirais, presque sataniste. Je ne veux pas parler de ça. Voilà. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Parce que voir la Marie S'il te plaît, bon. S'il te plaît, Jean. Ben, tu viens d'en parler. Oui, s'il te plaît. Tu viens d'en parler. Oui. Bon. Le côté affreux. Ben, nous le voyons. L'image de gauche, c'est Israël avant le 7 octobre. Des foules immenses protestaient contre le projet de Netanyahou. 2023. Hein, 2024. C'est 2023. En fait. Oui, non, 2024. Ben non. Non, 1er septembre. 2023. Oui, l'année dernière. 2023, oui, tu as raison. Il y a une erreur. Donc, 1er septembre 2023, donc c'était avant le coup du 7 octobre. C'est des centaines de milliers d'Israéliens qui descendent dans la rue pour protester contre un projet de Netanyahou de transformer la démocratie israélienne en une théocratie intolérante. Oh non. Il voulait réduire le pouvoir des juges. C'est comme en France. Oui, mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire réduire le pouvoir? Pour pouvoir mettre en place son projet de transformation d'Israël. En France, on devrait aussi réduire le pouvoir des juges. C'est pas un peu de décider qui sera candidat ou pas. Hein. Bon, voilà. Et
à droite, ça c'est après l'agression du 7 octobre. Les Israéliens font corps avec leur régime politique dans cette situation de guerre. C'est l'union sacrée, là, c'est comme en 14-18. C'est l'union sacrée, comme en France en 14-18. C'est ça l'effet drapeau. Ça peut assurer la sécurité d'un pays, mais en même temps, ça ouvre toute une période d'horreur. Les horreurs de la guerre. Les horreurs des conséquences de la guerre. Non seulement sur le front de bataille, mais également le sort des civils dans les guerres. Je n'ai pas besoin de les détails, vous en connaissez beaucoup. Alors, je reviens un petit peu dessus. Succès populaire inattendu de Paris 2024. Structuration de l'Ukraine après l'agression russe. Restructuration d'Israël après l'agression du Hamas. Les rodomontades de la Chine. Et puis, dans le monde, on a un archipel de dictatures. La phrase qui suit, c'est mon sentiment personnel. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle peut être critiquée. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Mon sentiment, c'est qu'on a une belle collection de bandes de salopards qui sont soucieux de leur pouvoir et non pas soucieux de leur peuple. Tu mets la France dans le coup, quoi, alors. Je suis prêt à mettre tous les pays dans le coup. Parce que l'avenir de la France n'est pas encore tracé. Il n'a pas encore commencé. En fait. Et l'Europe, avec ce qui se passe en France, il y a des menaces qui gonflent, mais elles ne sont pas encore concrétisées. Voilà. J'attends pour en savoir plus. Alors, la dernière phrase, qui illustre la précédente d'ailleurs, Netanyahou a-t-il financé la prise de Gaza par le Hamas il y a quelques années? J'ai trouvé un certain nombre de sources qui l'affirment carrément, avec beaucoup de précision d'ailleurs, beaucoup de précision de détails. Mais avant de le croire, je vous demande de vérifier, si vous pouvez, ou si vous avez le temps, ou si ça vous intéresse. Alors ça, c'est une précision de l'affirmation précédente, avec un des auteurs qui m'a donné cette information, ou d'où j'ai tiré cette information, et puis la source sur Internet. Bon, deuxième sujet, les causes rythmées. Et à propos des causes rythmées, on va revenir à Paris 2024. Avant, en France, tout le monde est dans le doute. Après, la cérémonie d'ouverture, et surtout le déroulement des Jeux, tout le monde est emballé. Avant et après quoi? Ça s'est passé à la moitié du mois de juin 2024. C'est-à-dire exactement à la moitié du mois de juin 2024. C'est-à-dire exactement au milieu de l'année 2024. Or, quand je vous ai présenté le principe des causes rythmées, de période de base 11 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette diapositive, une alternance de période de 11 ans de défiance, statistiquement parlant j'entends, de défiance et de confiance envers les autorités. Ce que les générations pensent des élites. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les années de bascule. En rouge, j'ai mis des événements, en rouge ou en noir, des événements qui se sont produits pendant une année de bascule. Et puis en vert, les années de bascule où il ne s'est rien passé. Ceci pour rappeler que cette cause rythmée tous les 11 ans, donc qui fait des générations de 33 ans, 3 fois 11, cette cause rythmée ne produit pas d'événements en société, mais rythme la réactivité de la société aux événements qui se produisent. Là, vous avez un certain nombre d'exemples. Tu sais d'où vient le rythme de 11 ans?
Alors, le rythme de 11 ans, je l'avais expliqué, alors ça, je peux le redire. Comment? C'est le rythme des tâches solaires. Voilà, c'est ça. Oui, c'est le rythme des tâches solaires. Même les crises boursières, c'est plus ou moins 10-12 ans. Oui, plus ou moins, oui, parce que les oscillations solaires sont des oscillations de relaxation qui ne sont pas rigoureusement périodiques par définition. Ouais, tout à fait. Donc, au niveau sociétal, c'est le même type d'oscillation, ce sont des oscillations de relaxation. Sauf que du côté périodicité, c'est plus précis que... Ça a l'air plus précis quand même. Et alors, on en arrive aux années, à l'année 2024. 2024 est une année bascule. Entre une ancienne période où la population se méfiait des autorités et les 11 ans suivants qui sont commencés, où la population a plutôt tendance à faire confiance aux autorités, à condition naturellement que les autorités le méritent. Pourquoi je dis cette phrase-là? Eh bien, il suffit tout simplement de regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment. Nous sommes dans une situation hautement métastable. Les Français ont refusé par leur vote de donner une majorité absolue à qui que ce soit, à personne. Les électeurs n'en ont pas voulu. Soit en votant, soit en ne votant pas. Ils ont été manipulés quand même. Le Front républicain, c'est une grosse arnaque. Voilà. Alors, le Front républicain, il s'est manifesté peut-être à la dernière minute pour les élections législatives, mais partiellement seulement. Et cette réaction n'a pas eu lieu au point de donner une majorité aux gens du gouvernement. Pas du tout. Ni à l'opposition. Alors, France 2024, avant juin, défiance du public contre le principe même des jeux et ambiance de fin de règne politique. Tout le monde a senti ça. Pendant juin, le peuple a changé d'avis. Pendant les jeux. Et après juin, eh ben, c'est le début d'une certaine nostalgie de la belle ambiance des jeux. Automne 2024, la France est métastable. Macron est détesté, son parti est pulvérisé, mais aucun parti n'a la majorité absolue. Et même, aucun parti n'a de majorité tout court. J'aurais pu ajouter ça. Et je termine ces diapositives par une pensée du général de Gaulle. Le général de Gaulle avait pas du tout envisagé cette situation. Lors de la création de la Ve République, on était à une époque où les Français commençaient à en avoir ras-le-bol de la super instabilité des gouvernements de la Quatrième République, se sentaient saisis par une sourde inquiétude de transport en France de la guerre civile en Algérie qui avait commencé, et de la guerre tout court en Algérie qui avait commencé. Et lorsque le général de Gaulle a quitté le pouvoir en 1979, en 1969, ben, il a eu cette réflexion. Les Français ont choisi le cancer. Le cancer. Le cancer. Que désignait-il par le cancer? Dans sa tête, dans son esprit, eh ben, c'était les partis politiques. Et le jeu des partis politiques. Il avait le sentiment qu'on était en train de confier le sort du pays uniquement au jeu de concurrence entre les partis politiques. Et ce qu'il craignait en 69 est arrivé aujourd'hui, en fait. Le pays est dans un état d'irrésolution politique. Et l'irrésolution, c'est jamais très bon pour un pays, quel qu'il soit. Non, mais la constitution de Gaulle changeait quand même, c'est pas la Quatrième République. Ça permettait une majorité. Hein. Oui, ça permettait une majorité, c'était son but. C'était son but. Jusqu'à présent, ça a marché. Oui, mais ça marche plus. Ça marche plus. C'est exceptionnel. Est-ce que c'est exceptionnel? Ou est-ce que c'est le signe d'une évolution profonde
irréversible, ça, c'est encore une question que je vous pose. Je pense que c'est exceptionnel que ça signe un changement de paradigme. Que pensez-vous de ces phrases? Je vous laisse lire. Bah, la dette, elle a commencé à remplir avec Oui, bien sûr. Mitterrand, hein, ça date Bien sûr. d'aujourd'hui. Hein. C'est les 35 Mais quand même, elle a été fortement accélérée cette année. la dette, c'est Mitterrand avec les 35 heures, la retraite à 60 ans, Martine Aubry et tous ces trucs-là. Oui. C'est ça. C'est Ça incontestable. s'est accéléré après. Bon, ça commence. Sous Pompidou, la France était excédentaire. Oui, exact. Mais vous avez écrit ça quand? Il y a, La jeune de 2 mois, vous avez écrit. Non, non. il y a 3 semaines à La moi. France a du mal à trouver un Premier ministre. Il y a 3 semaines à moi, j'ai écrit ça. Comment? Il y a 3 semaines à moi. Il avait déjà un Premier ministre. Oui, mais c'est il a compliqué. eu du mal quand même. Il a eu du mal. Il a dit que c'est. Non, mais donc, Oui, une première ministre. Une première ministre, bien sûr. Mais une première ministre qui a dû se servir un certain nombre de fois du 49.3 pour faire passer ses lois. On parle. C'était déjà le début du problème. Là, on parle de maintenant. Vous avez écrit ça quand? Oui, je dis il y a 3 semaines. Mais non, quand vous parlez de la France a du mal à trouver un Premier ministre. Ben oui, c'est le cas. Hein. C'est encore difficile. Il y a un Premier ministre, mais c'est très difficile. Il semble avoir écrit ça avant qu'il y ait un Premier ministre. Oui, non, mais c'est vrai, c'était avant la nomination de Michel Barnier. Oui, mais Les honnêtes sont discours ça n'a rien changé. décalés. Le problème n'est pas changé. Non, mais moi, c'est quand même qu'il a écrit ça. Non, mais Vous avez écrit il a ça, raison. c'était avant l'émission de Michel Barnier, ou non? Oui, Exactement. Bon, alors donc, c'était donc, voilà, donc c'est pas il y a 3 semaines. Il a Il terminé. a écrit un truc qui n'est plus valable maintenant. Il a fait des modifications encore il y a 3 semaines, les dernières. Oui, mais alors pourquoi il continue à parler, pourquoi il continue à dire qu'on attend un Premier ministre? Non, Il a écrit ça dans le temps. Oui. C'est écrit là. Il a expliqué la succession des événements et que après c'était difficile d'avoir un Premier ministre. voilà, j'y reviens. Le Premier ministre, voilà, c'est galère pour lui de former son gouvernement. Ça, c'est Mais ça, il a écrit avant. Non, bah non. Non, mais c'était galère, il aurait dû mettre. Oui, ok, Bon, c'est- voilà. Il a écrit ça avant. Il a écrit ça. La quatrième ligne dit Mais maintenant, il aurait dû dire c'était. C'est pareil. Bon. À l'époque où j'ai écrit ça, on n'avait pas de Premier ministre. Ah voilà, exactement. Ben voilà. Exactement. Non, mais et ce sera pour les. donc c'est décalé. Vous êtes décalé là. Non, ça se succède dans le temps. Non, il vient de dire lui-même qu'il n'y avait pas encore Premier ministre quand il a écrit ça. Non, mais la dernière fois, la dette entre et ses galères pour le budget, ça c'est actuel. On est d'accord. D'accord. Ben non, mais ça se suit dans le temps. Et en plus, quand vous parlez des partis politiques, c'est pas les partis politiques, c'est le problème de coalition qui pose problème. C'est pas la question d'un parti politique à vérité. La question de savoir s'il y a une coalition. Là, déjà, il y a encore une erreur de formulation. C'est pas les partis politiques, est-ce que les partis politiques. Il n'y a pas de coalition en France. Comment? Il n'y a pas de coalition en France. Justement. Il n'y en a pas. Le Front populaire, c'est déjà une coalition. Oui, mais tu n'es pas- Le Front populaire n'est qu'un fragment de l'échiquier politique, de l'éventail politique français. Il a été élu en raison d'une coalition. Oui, mais en concurrence avec des partis qui ne sont pas des C'est pas coalitions. une question de parti politique. Bon, j'aurais prononcé le mot coalition uniquement s'il s'était formé un gouvernement de coalition. Voilà, c'est ça. Non, en fait, il n'y a pas eu de coalition. Et Michel Barnier est sous l'épée de Damoclès Oui. d'un veto. Voilà, Absolument. On verra ce qui va se passer. Il n'y a pas de coalition Ça gouvernementale. s'appelle un soutien sans participation. Mais même pas. On ne sait pas ce qui va se passer pour l'instant. Non, ce qu'il a repris sur les partis Si politiques, ça se trouve, le il a gouvernement va cité être De Gaulle. renversé. Il a cité De Gaulle qui dit ils ont choisi le cancer, c'est le point de vue de Le De cancer, Gaulle. oui. Et que les Français ont choisi le cancer, c'est-à-dire les partis politiques. C'est une citation de Le Gaulle. cancer, c'est quelque chose qui se répand petit à petit. Voilà, Oui, ça oui. s'est répandu. Voilà. Il y a des métastases. Maintenant, c'est fait. Ah, voilà. Et maintenant, c'est fait. Maintenant, on est dans la phase terminale. Quel est l'avenir de Barnier? Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. On verra d'ici la fin du mois. Hein. On verra bien. Ou bien il est renversé, ou bien il utilise le 49.3. Mais de toute façon, Macron ne peut plus dissoudre. Et je parie que le Rassemblement national attend qu'une année soit passée, puisqu'il a plus le droit de dissoudre pendant un an, hein, pour renverser le gouvernement. Et alors là, on est sauvé. Mais
comment dirais-je, en attendant, ils essaient de faire profil bas, comme on dit en anglais. Hein. Et quand je dis c'est galère pour nommer un Premier ministre, moi j'ai des doutes, franchement j'ai des doutes sur l'avenir du Premier ministre actuel. Oui, oui. Il n'est pas définitif. Il fallait marcher. J'ai pas du tout ce sentiment. Bon, c'est toujours galère. Parce que ça On est toujours dans la galère. Galère pour nommer. Écoutez, on parle français. Il fallait mettre le passé. Non, c'est le présent. Là, je m'y oppose. C'est le présent. Non, mais c'est vrai que c'est... Nous sommes dans une période d'irrésolution gouvernementale profonde. Enfin, bon, il a fallu... C'est ça le problème. Non, là, vous êtes comme ça dépasse les bornes. Enfin, bon, peu importe. C'est un détail. On va pas... Ça dépasse les bornes. Bon, on avance. C'est biaisé comme discours. Ah oui, c'est très bien. Bien, j'ai envie de changer d'endroit. Ah, États-Unis. J'ai envie de changer de pays. Parce que sur la France. Non pas parce que monsieur conteste ce que je dis, et j'accepte tout à fait votre contestation. N'en croyez pas ça. Je vous ai simplement répondu en vous présentant seulement mon propre sentiment. Mais non, les faits ne sont pas là. Donc, On avance. vous avez dit ça il y a 2 mois, et vous nous le ressortez maintenant, c'est de réchauffer, et c'est raciste. Non. Ce n'est pas du tout mon opinion, mais là, on change de pays. On n'a pas envie d'entendre du réchauffer. On change de pays. Ça ne correspond plus à la réalité actuelle. Les États-Unis vont nous sauver. Alors là, voilà. Là, j'ai un énorme doute. Hein. Permettez-moi de dire. J'ai un énorme doute. Bon. D'abord, j'ai été impressionné par une ressemblance évolutive entre 2 institutions politiques, une très ancienne, la République romaine de l'Antiquité, et une actuelle, les États-Unis d'Amérique. La comparaison que je me suis faite entre les 2 situations, les 2 évolutions, porte sur 4 phases. Pour moi, j'ai vu 4 phases. Phase 1, la République tout court, aussi bien à Rome qu'aux États-Unis, c'est-à-dire la démocratie. Phase 2, la dégradation des mœurs politiques, en même temps d'ailleurs qu'une évolution sociale de plus en plus tendue, dans les 2 cas. Phase 3, cumul des pouvoirs pour un seul homme, dans un cadre républicain. Et phase 4, est-ce que ça va devenir un cumul des pouvoirs tout court? Si je peux dire. Ça, c'est la question posée pour les États-Unis. Si je peux dire, tu as tout à fait raison, il faut comparer ces 2-là. Hein. Oui. Je n'ai pas le premier parce que Spengler et Toynbee, je ne sais pas si tu connais, ont écrit des ouvrages sur le déclin de l'Occident et la montée de la Russie. Tu peux me donner des références? Je te les donne. Je suis preneur des références. Regarde, Spengler, Spengler. Ouais, mais là, je ne peux pas parce que c'est pas mon ordinateur. D'accord, je te donnerai, voilà. Tu me donneras tout à l'heure. Mais je suis preneur. Je suis preneur. Sur le déclin de l'Occident, où il prévoit la montée des puissances orientales, la Russie et la Chine. Oui, tout à fait. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'en ai fini. Deuxième point, d'après l'une des thèses, la chute de l'Empire romain a été. Alors, il y a plusieurs thèses, hein. Ça a été causé par l'intoxication au plomb, etc. Bon. Mais d'après la thèse la plus acceptée, ça a été les invasions barbares. Et d'ailleurs, nous y sommes. Tous les 13 siècles, il y a une invasion barbare. Alors, là, premier aspect de la comparaison. La constitution des 2 pays, des 2 entités. Là, très simplifié, la constitution américaine. Là, cette diapositive-là présente les institutions qui nous intéressent. On a le président des États-Unis, le Sénat américain, la Chambre des représentants, le système électoral des grands électeurs. Les 2 réunis forment le Congrès. Et en même temps qu'on élit le président des États-Unis, dans le même bulletin de vote, on répond à une foule d'autres questions qui sont posées aux électeurs. Élection des shérifs, l'élection des maires, vote sur certaines lois, acceptation ou refus de certaines lois, etc. C'est quoi par État? Combien là? Je n'ai pas précisé. Il y a une flèche. Il y a 2 par État. Oui, 2 par État. Et pour 2 grands électeurs par État. Et, ben là, et là, le nom varie d'État à État. Ça dépend de la population. Oui, ça dépend de l'État et de sa population. Et de la population. Oui, tout à fait. Mais il est stable même si la population change ou bien
il est stable même si la population change. C'est-à-dire qu'au départ, au début de l'histoire des États-Unis, ils avaient un problème qui était un problème géographique. C'est un État qui s'est progressivement étendu de l'ouest vers l'est, l'inverse. voilà, avec une densité économique très forte à l'est, exactement comme à l'ouest, et un centre du pays, je dirais, plutôt du genre agricole. Donc, une population dense à l'est, dense à l'ouest, et moins dense au milieu. À un tel point que les personnes soucieuses de la stabilité politique du pays ont inventé, ont façonné le système électoral de telle sorte que le pays ne se disloque pas entre l'Est et l'Ouest, à l'intérieur. D'où la forte densité de grands électeurs pour le centre des États-Unis, qui équilibre la densité des grands électeurs à l'Est et à l'Ouest, pour éviter un éclatement de l'intérieur des États-Unis. Donc, et depuis, c'est maintenu, et toujours pour la même raison. Toujours pour cette raison. Donc c'est le président qui nomme le gouvernement. Ah oui, Oui, le président nomme le gouvernement. La Cour suprême est indépendante. Et la Cour suprême est indépendante. Sauf sur un point très important, les juges sont nommés par le président des États-Unis au fur et à mesure qu'un juge décède et qu'il soit remplacé. Donc ce ne sont pas des gens élus. Ce ne sont pas des gens élus, les juges. Ce sont des gens En aucun cas. qui prétendent empêcher, En aucun cas. ils prétendent empêcher certains candidats d'être candidats. Oui. Parce qu'ils ne sont pas élus. Voilà. Comme en France. Ce qui explique pourquoi Trump a eu là une occasion en or. 2 juges de la Cour suprême ont décédé pendant son premier mandat. Et bien c'est lui qui a nommé 2 autres juges à sa vote. Dis-moi. C'est comme le Conseil constitutionnel chez nous. Hein? C'est un peu comme le Conseil constitutionnel. C'est quand même différent. C'est quand même différent. il n'y a pas un seul personnage. Il n'y a pas? Il y a 3 personnages qui élisent le Conseil constitutionnel. Oui. Il dit que c'est la même chose. Et quelle est la différence? Ben, aux États-Unis, il y a combien de personnes qui élisent la Cour suprême? Je crois qu'ils sont 9. Juste de préciser. Ben voilà, donc c'est la différence. Ils sont Dans 9. un cas, il y en a un seul, dans l'autre cas, il y en a 3. Nous, on a tout un conseil. Le conseil constitutionnel. Combien de personnes dans le conseil constitutionnel français, j'ai oublié. Vous savez? Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du public. Les 3 personnes. Non, Il y a d'autres membres du conseil constitutionnel. non, le président a le droit de nommer 3 personnes. Il y en a 3 qui sont élus par, je ne sais plus quoi, la Chambre. Oui. Il y en a 3 qui sont élus par le Sénat. Il y en a 3, je ne sais plus. Le président a le droit à nommer 3, le Sénat 3, l'Assemblée nationale 3 et le Conseil C'est pas comme aux États-Unis. C'est pas comme aux États-Unis. Pas comme aux États-Unis. Pas comme aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, qu'est-ce qu'il est nomme alors? C'est le président. Président, oui, c'est toujours le président en exercice. D'ailleurs, Lorsqu'il y en a un qui sont nommés à vie, alors, diapositive, diapositive suivante, en place. diapositive suivante, elle vous dit qui nomme qui. Ah, ok. Voilà. Le gouvernement. Là, je vous laisse regarder. Le gouvernement nomme la Cour suprême. Ce n'est pas le président, c'est le gouvernement. Le gouvernement nomme la Cour suprême. Alors, avec cette particularité pour cette flèche verte, Ah oui, ouais. si un État a 12 grands électeurs, par exemple, et si cet État a voté Kamala Harris bénéficie des 12 votes de ces 12 électeurs. C'est bloqué. Ben, je ne suis pas d'accord. C'est bloqué aux États-Unis. C'est pas juste, mais c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Ouais. On laisse un petit peu la diapo. Voilà, je vous laisse regarder la diapositive, tranquillement. Quand vous mettez le gouvernement, il est choisi par le président. Oui, le gouvernement est formé par le président. En réalité. C'est quoi cette double flèche entre la Cour suprême et le gouvernement? Ça veut dire une double flèche. Le président nomme Le président nomme d'une part nomme, on en a parlé tout à l'heure, et il forme le gouvernement. Voilà. Mais la nomination d'un juge de la Cour suprême est toujours faite à vie. C'est-à-dire que les 2 juges nommés par Trump lors de son précédent mandat, ils sont juges de la Cour suprême à vie. Donc, ce n'est pas une double flèche. Entre les deux, c'est une simple flèche qui va du président.
Oui. Il devrait y avoir une flèche, le président. Oui, j'aurais dû faire le flèche. Il a raison. C'est le président qui nomme le gouvernement et la Cour suprême. Il n'y a pas d'interaction sur Le les gouvernement, il n'a rien à faire. Non, mais il faut changer la flèche. fondation, là, encore. Exact. Oui, oui. Il faut, Voilà, vous voyez, Le président. Oui, tout à fait. changer la flèche. Il faut mettre 2 flèches. de flèche. Il n'y a pas de gouvernement en proprement parler, on peut dire. C'est le choix du président, le gouvernement. Oui, tout à fait. Bon, alors pourquoi vous mettez gouvernement? C'est le gouvernement. Parce que le gouvernement prendra des décisions. Le gouvernement est élu par le président. Il est nommé. Ouais, oui, mais c'est un gouvernement quand même. Et le gouvernement. Avec quoi, on ne rien dire. Non, mais Je ne suis pas contre d'essayer de dire le contraire de ce que je dis, ça commence à fatiguer, là. la flèche est C'est quand même un gouvernement, qu'il soit, quel que soit le mode De formation, le gouvernement gouverne. Le gouvernement existe en dehors du président. Comment? En France, le gouvernement existe en dehors du président. Ah non. C'est vrai. La cohabitation, par exemple, elle existe en dehors du président. Monsieur a raison. Monsieur a raison. En France. Bon, alors, Oui, c'est pas le même système. Hein? C'est pas le même système, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas parler de Si, on gouvernement. ne peut pas parler de gouvernement. Bah si, il y a des ministres comme Mais ils sont en France. choisis par le président. Et Ils ne alors, sont pas dépendants du Parlement. c'est quand même un gouvernement. Bon, écoutez, vous voulez pinailler, c'est pas la peine. Ne fatiguez pas. C'est juste que c'est un gouvernement. Oh là là, il me fait les sérieux de partir. Si c'est pour me faire engueuler à chacune de mes paroles, je vous demanderai de partir, monsieur. C'est lui qui me fait chier, là. C'est bon, on va rajouter. Voilà. Non, mais la double flèche était erronée. Il fallait mettre 2 flèches. La double flèche, d'accord. Mais le gouvernement américain est bel et bien un gouvernement du pays. C'est vous qui C'est un gouvernement du pays. ils vous diront le contraire. On avance, allez, on avance. J'avance. On regarde du côté des Romains. Allez, on avance. Les institutions en place sous la République romaine. Pour un tout petit pays, à l'époque où Rome, c'était la ville de Rome et le petit territoire qui l'entourait dans le Latium, eh ben c'était déjà compliqué comme ça. Donc, la Constitution romaine, elle a démarré en l'an 510 avant notre ère, et sa disparition a commencé vers l'an 130-120 avant notre ère. Attends. Ah, voilà à peu près les 2 dates. Tu parles de la République romaine. La République romaine. Avant, il y avait les rois de Rome. Avant, il y avait le roi de Nouma, le premier roi de Rome. Oui. Voilà, et après, il y a eu les empereurs, les Césars. Bon. Voilà. Donc, tu dis que... Donc, on va parler de la transition entre la République et l'Empire. Dans quelques instants. Entre la royauté et l'Empire. Non, entre la République et l'Empire. Ah, d'accord, ok, d'accord. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. La royauté, il y a eu d'abord la royauté, ensuite la République, ensuite l'Empire. Ensuite l'Empire, exact. Oui, tout à fait. C'était d'abord des rois, je crois que Tout à fait. D'abord des rois, après une république, et après la République. Ensuite, ça a été un empire. Bon, voilà. Bon, alors, au niveau de la population, en dessous de laquelle il y avait les esclaves, chose qui n'existe pas aux États-Unis aujourd'hui, du moins officiellement. Bon. Cette population a des possibilités de se réunir à 4 occasions au moins dans la République romaine, qu'on appelle les comices. Les comices centuriates, c'est les assemblées de l'armée. C'est la plus importante dans la politique romaine républicaine. Les comices tributes s'occupent plutôt des affaires sociétales ou sociales du pays. Les comices curiates également. Quant aux comices calates, encore moins important, elles ne s'occupaient que du clergé et de la religion. C'est le système indo-européen des trois castes. Hein. Oui. Les brahmanes, c'était les comices calates. Oui. Ensuite, en Inde, tu as les kshatriyas, c'était les guerriers, c'était les comices. Les guerriers étaient ici. Oui. Ensuite, tu as aussi les soudras, mais avant les soudras, tu as les vachias, voilà. Oui. Tu as les vachias qui sont la moyenne bourgeoisie, oui. Et les soudras qui sont la classe populaire. Et puis tu as les parias. Oui. Les parias, c'était plutôt là. Hein. Alors ça, c'est la théorie de Duplessis. Tout à fait. Tu connais Duplessis quand même. Alors ça, c'est les institutions. Alors au niveau de l'État romain, les pouvoirs les plus importants, ils sont là, dans cette ligne, et là, au Sénat. Alors, les consuls sont 2. Ça va quoi? Comment? Ça va quoi? Les consuls gouvernent le pays. Ah. Ils gouvernent la République romaine. Ils sont 2, avec une particularité,
l'un peut s'opposer à une décision de l'autre. C'est comme le triumvirat après la Eh Révolution. ben, c'est une conséquence, c'est une inspiration. Ça a inspiré le triumvirat français, et tout à fait. Mais pour le moment, avant le triumvirat, il y a deux consuls. Bon. Alors, ces deux consuls étaient responsables, en particulier, de la politique extérieure de Rome. Aux côtés du Sénat, mais dans des rôles différents. Donc, ces deux institutions-là s'occupent de la politique extérieure de Rome, qui était la plus volumineuse en histoire romaine, tandis que les suivants s'occupaient de l'organisation sociale de Rome. Je peux dire en détail les préteurs. Alors, les deux préteurs, j'ai un petit peu oublié ce que c'était. Les deux censeurs s'occupaient du trésor public romain. Les deux édiles curieux s'occupaient de problèmes juridiques. Et les deux questeurs, eh ben, c'était les collecteurs des impôts. Tout simplement. Ils étaient toujours deux. Hein. Ah, ils étaient toujours deux au départ. L'un contre l'autre. Mais, au fur et à mesure que l'État romain grandit, passe de l'État d'une cité-État originelle à la domination de toute l'Italie, la botte italienne, eh bien, les charges de l'État se sont amplifiées et complexifiées. Donc, ces nombres-là ont évolué depuis. Par exemple, les censeurs sont passés de 2 à 5. Un exemple. Hein. Et les autres chiffres, ensuite, ont évolué. Les consuls, toujours deux. Mais les consuls sont toujours restés deux jusqu'aux fameuses guerres civiles de la République romaine, où là, ça a commencé à changer. Et en plus, les consuls, et les autres d'ailleurs, les consuls et les autres magistrats, ça c'est le corps des magistrats, eh bien, ils étaient en fonction pendant 1 an seulement. Et tous les ans, il fallait les changer. Ils étaient élus par le Sénat. Alors, justement, et diapositive suivante, qui nomme qui? C'est pas terminé, je crois. Tu veux que je revienne en arrière? Non, c'est la même avec. C'est la même? C'est la même? C'est la même diapositive. Voilà. J'ai ajouté l'information qui nomme qui ou qui élit qui. Hein? Voilà. Les commissions centuriates élisent les consuls, les prêteurs et les censeurs. Alors que les centuriates élisent les consuls, c'est tout à fait logique, puisque les consuls, avec le Sénat, s'occupent de la politique extérieure du pays. Hein? C'était l'armée qui voilà. Voilà. Alors, particularité des censeurs, ils sont en fonction pendant 5 ans. Dès le début. Mais les autres, c'est 1 an. Alors, vous voyez la répartition des rôles, hein, la répartition des tâches qui apparaît sur ce schéma. Les édiles, tu n'as pas dit qu'il les édiles, là. Alors, il n'y a pas de flèche pour les édiles, là. Pour les édiles. Les deux édiles. Il n'y a pas de flèche qui dit sous les censeurs. Oui, parce que je n'ai pas trouvé l'information. Je vais le chercher. C'est simplement parce que je n'ai pas l'info. Alors, le côté gauche, il est intéressant à regarder, parce qu'au début de la République, les institutions qui sont là n'existaient pas. Les tribuns de la plèbe, ça n'existait pas. Et ça, c'est un point important de l'histoire intérieure romaine. Parce que pendant toutes ces années, entre 510 avant notre ère et, disons, l'an 130 avant notre ère, l'an 130, c'est l'époque des Gracques, hein, des Tiberius et son premier Gracchus, l'affaire des Gracques. Ah, oui, où là, le signe précurseur d'une future évolution vers l'Empire a commencé. Bon. Alors, ce qui s'est passé pendant ces années 510-130, c'est une lutte sociale permanente entre la bourgeoisie, la noblesse d'un côté et la plèbe. Alors, la noblesse, c'est de ce côté-là, hein, c'était la noblesse de la société romaine, et ici, la plèbe, c'est les travailleurs en tout genre. Ça va de l'artisan jusqu'au grand marchand très riche, c'est-à-dire la haute bourgeoisie romaine. Et c'est cette haute bourgeoisie qui avait mené la lutte de pouvoir contre la noblesse pendant un certain nombre de décennies de lutte sociale.
Et parmi les luttes sociales, ben, il y a un événement dont les Romains se sont souvenus pendant toute leur histoire, c'est que une troupe de plébéiens avec la bourgeoisie en tête est allée occuper une des 7 collines de Rome, où il y avait, je ne sais plus quelle institution officielle qui était installée là, et ils avaient fait blocus. Ils n'avaient libéré le blocus que contre des concessions de la part de la noblesse. C'est comme pendant la Révolution. Hein. C'est pas une révolution, c'était une lutte sociale. C'est comme pendant la Révolution française. Oui. C'est la bourgeoisie qui a mené C'est la bourgeoisie qui a mené la lance. C'est des gens comme Mirabeau. Exactement, exactement. Comme Danton. Donc, la conséquence, c'est la formation des tribuns de la plèbe. Et dans la fin de l'histoire de la République romaine, ces tribuns ont joué un certain rôle. Ils sont intervenus dans les fameuses guerres civiles qui ont mis fin à la République romaine. Donc, les tribuns de la plèbe avaient des pouvoirs qui ressemblaient à ceux des 2 consuls, avec une particularité: aucune action judiciaire ne pouvait être lancée contre un tribun de la plèbe, de la part de qui que ce soit. Pendant son mandat. Pendant son mandat. Ils étaient protégés pendant leur mandat. Peut-être à la limite mieux que les consuls eux-mêmes. Ici, j'ai mis le mot dictateur. Là, il ne faut pas avoir peur. Le dictateur au sens romain, le mot n'a pas le même sens chez les Romains de l'époque que pour nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'était qu'un dictateur? Lorsque Rome est en guerre, et puis qu'une catastrophe militaire survient, menaçant la ville de Rome elle-même. Je connais 2 exemples célèbres. L'invasion des Gaulois au début de l'histoire de la République romaine, avec l'histoire des rois du Capitole. Et le 2e exemple, c'est la 2e guerre punique. Quand la 2e guerre punique. C'est Hannibal. Voilà, quand Hannibal était aux portes de Rome. Hannibal ante porta. Bon. Dans ces situations catastrophiques, la Constitution avait prévu de nommer un des 2 consuls dictateur pour 6 mois. Ah oui, c'est l'article 16 de la Constitution. C'est l'article 16 de la Constitution, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement. De Gaulle est inspiré par ce système. Jacques Macron a tout essayé. Hein. Il a tout essayé. Mais maintenant, il manque un truc, attention, c'est l'article 16. Voilà. Il manque une situation catastrophique pour... là, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ce dictateur, une fois qu'il est nommé, il nomme son adjoint qui va diriger la cavalerie romaine. Donc, voilà le sens du mot dictateur. Et ce dictateur, pendant les 6 mois de son mandat, tout le monde, sans exception, doit lui obéir. Pendant 6 mois. Hein, voilà le système. La bataille de Cannes, à la bataille de Cannes, le dictateur de l'époque, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus. Bon. La bataille de Cannes, c'est les Gaulois ou les... Non, c'est Hannibal. C'est Hannibal. Un des consuls est mort sous champ de bataille, et l'autre, il a failli être pris, mais il n'a pas été pris. Il a quitté ses vêtements, son armure et ses vêtements de militaire. Il a revêtu un manteau de berger, simplement. Il a pris une canne, un bâton en bois, et il est allé à Rome annoncer la défaite de Cannes au Sénat. Et là, c'est les historiens qui le racontent, ce n'est pas une mythologie, ce n'est pas une légende, c'est une manifestation de l'effet de rapport dont je parlais tout à l'heure. Pendant toute la traversée de la République de Rome, Varron s'appelait ce consul. Il traverse, la foule le regarde, une foule dense, personne ne l'insulte, personne ne crie, personne ne dit un mot, et arrivé au Sénat, les sénateurs l'accueillent tout à fait normalement, en le remerciant pour le sacrifice personnel qu'il avait donné pendant la bataille de Cannes. Vous voyez, ça c'est une manifestation de l'effet drapeau à l'époque des Romains antiques. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Bon, donc, voilà la constitution romaine. Bon, ça, c'est le décor. Tu as parlé de la droite et de la gauche, mais le milieu est là. Les comices, là, parce que là, tu as parlé... les comices tributes, ça c'est l'organisation interne de la société romaine. Donc, il faisait partie de l'élite ou de... Alors, il faisait partie de l'élite, oui, tout à fait. Ils étaient classés dans la noblesse, oui. Parce que les comices, c'était les militaires, c'est la noblesse, comme on dit, les kshatriyas en Inde. Les comices, c'est des assemblées, simplement. C'est des assemblées. Des assemblées. Ça, c'est l'assemblée des centuries.
D'accord, mais qu'est-ce qui est visé? C'est les tribus. C'est quoi les tribus? Comment? Parce que là, les centuries, c'est les militaires. Disons que ça Et les tribus, c'est quoi? C'est les bourgeois, c'est qui? j'ai pas compris. Qui les Élysées? Les centuries, c'est les militaires. Attention, dans les militaires, alors attention, Oui. chaque Romain, à partir de 18 ans, allait au service militaire. Bien sûr. Et il faisait partie de ses comices. Non, mais je Il faisait partie de ses comices. Mais il y avait quand même une armée de métier. Hein. Non, il n'y a pas d'armée de métier. Il y avait, les officiers étaient du métier. Voilà, c'était. Mais beaucoup de soldats ne l'étaient pas. C'est comme sous l'Ancien Régime. La noblesse dirigeait, et puis tous les Français pouvaient aller. Étaient même obligés d'y La aller. question que je pose est bon. Les tribus, c'est quoi? Alors, les tribus, il faut imaginer, au début de l'histoire romaine, à l'époque des rois, et même avant les rois, ces gens étaient groupés en quartiers, ni plus ni moins. C'était une toute petite ville. Il y avait peut-être un village pour chacune des collines de Rome. Voilà. Et bien, les tribus, ça vient de là, en fait. Ah, les tribus, c'était Ouais. des ethnies romaines, c'est pareil. Des ethnies, oui, tout à fait. Les historiens sont d'accord entre eux sur un point, sur la formation initiale de la population de la ville de Rome quand elle a été créée. Ce sont des transfuges de toutes les autres cités-États de l'Italie. Voilà. Ce sont des tribus, c'est un peu comme. Voilà. Des gens qui quittaient leur pays d'origine pour une raison ou pour une autre. D'accord. Et qui se rassemblaient à Rome pour être tranquilles. Et elles combien? Parce que c'est un peu comme les 12 tribus d'Israël, un peu. Elles étaient en bagarre, mais elles avaient un roi à Jérusalem. Oui, oui. Il y avait beaucoup de cloche-mères là-dedans. Hein. Oui, tout à fait. Bon, alors maintenant, une fois qu'on a planté le décor aux États-Unis ou dans la Rome antique, un déroulé commun dans les deux situations. Alors d'abord, à Rome, tout commence par des luttes sociales qui ont fini par aboutir à des guerres civiles. Et le premier événement de ces luttes sociales avec haute tension dans le pays, c'est l'affaire des Gracques. Ah. Pourquoi l'affaire des Gracques? Et quelle est la raison? Parce que cette raison est la même qui a permis plus tard à César ou à Auguste de prendre le pouvoir. C'est qu'au début de l'histoire de Rome, tant que la domination romaine ne concernait que la côte italienne, c'était une civilisation essentiellement agricole. Des paysans qui avaient leurs fermes, leurs biens. D'ailleurs, des paysans avec un comportement classique du paysan, particulièrement retors en ce qui concerne le bornage des champs. Et chez les Romains, il y avait une divinité qui protégeait les bornes des champs. Comment s'appelait-elle? Terminus. 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 Bon. Dis-moi, c'était une société agricole. Agricole, essentiellement agricole. Donc, il n'y avait pas de pasteurs, d'éleveurs. Il y avait des éleveurs et Il y a toujours eu une sorte de rivalité historique, ça date du néolithique, entre les éleveurs et les pasteurs. Oui. Voilà, l'histoire de cow-boys. Avec la possibilité que dans une même exploitation, il y ait les deux. Non, parce que les l'agriculture et éleveurs, il faut que tous les champs soient ouverts. Alors que pour les éleveurs, alors que pour les agriculteurs, ils veulent des champs. C'était des champs fermés. C'était deux philosophies différentes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh ben, dans l'Italie romaine, c'était essentiellement des endroits clos, des exploitations closes. Donc c'était les pasteurs qui avaient la priorité. Oui, mais il y avait de l'élevage autant que de l'agriculture, hein, que de la culture. Il y avait les deux. Est-ce qu'il y avait des éleveurs? Des éleveurs purs, je crois pas. Ah oui. Je crois pas. Le problème n'était pas là. Le problème a survenu après la Deuxième Guerre punique. Tu sais que le problème... Parce que, laisse-moi finir. D'accord. Quelle a été la conséquence sociale essentielle de la Deuxième Guerre punique? La conquête de la Sicile, qui est devenue la première province romaine. La conquête de la Sicile. Ah, de la Sicile. Et la Sicile, avec une agriculture beaucoup plus productive que l'agriculture italienne. Les denrées de Sicile, exploitées dans des latifundia, travaillées par des esclaves sur les ordres de leurs maîtres, arrivaient en Italie beaucoup moins chères que les productions italiennes elles-mêmes. C'est comme les Ukrainiens et les Allemands même. Et la conséquence, c'est la dégringolade de la population paysanne italienne. Les paysans quittent leurs champs et vont dans les villes.
Et à la fin de la République romaine, il n'y avait plus du tout de paysans romains en Italie. C'est ce qui va se passer. Il n'y avait plus partout que des latifondiens exploités avec des esclaves. Ben, la conséquence sociale, on la devine. Développement de la misère, développement de la pauvreté, développement du nombre de gens de la plaine, de la plaine, mais de bas étage. C'est exactement ce qui va se passer si l'Ukraine rejoint l'Union européenne. Exactement. C'est la fin de l'agriculture française. Ouais. Donc, oui, c'est le même problème. De ce côté-là, c'est le même problème. Donc, la conséquence sociale, c'est les tensions sociales qui sont exploitées par les politiques romains. Et les deux frères Gracques, qui faisaient partie de la noblesse, s'en étaient inquiétés. Ils craignaient que leur classe perde leur influence à cause du développement et des conséquences de ce problème très important. Donc ils ont tenté une réforme agraire du pays. Et les deux frères ont échoué. Et ça s'est mal terminé, puis ils sont morts. Les deux ont été exécutés. Ils ont tenté de défendre quoi? Ils ont tenté une réforme agricole du pays. Ah oui, d'accord. Et naturellement, les propriétaires terriens, ils s'y sont opposés, et s'y sont opposés même avec de la violence. C'était le premier événement violent de la fin de la République romaine. Ça commence en 133, ça s'est terminé en 123, pour arrondir, avant notre ère. Allons plus près de nous, deuxième événement, deuxième tension, le conflit entre Marius et Sylla. Là, c'était beaucoup plus grave, parce que derrière chacun d'eux, il y avait une armée de partisans, qui étaient aussi passionnés pour leur chef, leur meneur, que les électeurs américains étaient passionnés pour Trump, par exemple, aujourd'hui. Bon. Mais c'était des soldats. D'où guerre civile, avec la victoire, finalement, de Marius à la fin. C'est quoi la cause du conflit? La cause du conflit, c'est toujours la question des terres. C'est toujours la même. C'est la pauvreté qui se développe, qui met en tension au point de la casser une institution politique. Marius était pour la réforme, et s'il a été contre? Grosso modo, oui. Grosso modo. Mais c'est celui qui était le meilleur meneur de guerre qui a gagné la partie. Et on arrive après à l'époque de César contre Pompée. Là, dans les années 50 avant notre ère. Vous voyez, ça s'accélère. 130, 80, 80, 50. Le processus s'accélère. Là, on assiste à quelque chose. Je reviens sur la diapositive précédente. Celle des institutions. Brevius. Donc, ici, une anecdote de l'époque de la guerre civile entre César et Pompée. César a réussi à se faire élire consul sans collègue, sine collegiale. Il était tout seul consul. Donc, dans les rues de Rome, une plaisanterie circulaire, nous sommes sous le consulat de César et de Jules. Nous sommes sous le consulat de César et de Jules. C'est qui Jules? Ah oui, c'est Jules César. C'est une petite idée. Donc, ça veut dire que les institutions évoluent au fur et à mesure de l'évolution des tensions dans le pays et des tensions sociales. C'est à ça que je veux en venir. Mais César, c'est son nom de famille ou son titre? C'est son nom de famille. Ah oui, donc parce que c'est son nom. Il est devenu ensuite un titre. D'accord, parce que Kaiser, ça, tout ça, c'est bien. Oui, tout à fait. C'était son Kaiser, oui, tout à fait. Caïd aussi, en arabe. Ah, Caïd, oui, tout à fait. César. Oui. Bon, donc, voilà, César Pompée, passons. On arrive à Octave Auguste contre Marc-Antoine. Là, nous sommes dans l'an 30 avant notre ère. L'accélération se précipite. 30 avant notre ère. Qu'est-ce qui s'est passé à Rome dans les institutions? Je ne vais pas rentrer dans le détail du conflit entre Marc-Antoine et puis Octave. Hein. C'est pas le but. Qu'est-ce qu'il a fait, Octave? Au fur et à mesure qu'il gagnait des points en politique, eh bien, il cumulait les fonctions. Et c'était un malin. Quand il prenait une fonction pour résoudre un problème à Rome,
par exemple, le ravitaillement de la population romaine, qui était déjà très très volumineuse. Donc, il se faisait nommer, je dis par exemple, prêteur, règle le problème, et abandonne son pouvoir. Et le redonne au Sénat pour que le Sénat puisse choisir quelqu'un d'autre. Vous voyez déjà, à cette époque, le Sénat nomme un prêteur, alors que normalement, c'est les communes centuriales qui devaient le nommer. Vous voyez, ça a bougé, ça a évolué au fur et à mesure du développement des tensions à Rome. Voilà, c'est à ça que je veux en venir. Et je vous demande, là, pour le moment, de rester sur cette idée-là. On va revenir aux États-Unis. Antoine et Cléopâtre. J'ai une anecdote. Antoine et Cléopâtre. Antoine et Cléopâtre. Il n'y avait pas eu de rivalité. Non, il faut qu'on avance. Ah oui, d'accord. Entre Antoine et Cléopâtre, la reine d'Égypte. Oui, il n'y avait pas de rivalité, il y avait l'amour. Ouais, non, mais je veux dire, entre Octave et Antoine, vis-à-vis de Cléopâtre. Oui, vis-à-vis de Cléopâtre, tout à fait. Alors, il y a l'épisode des Vestales. L'affaire des Vestales. Qu'est-ce qui s'est passé? Antoine a fait rédiger un testament en faveur de Cléopâtre. Et dans ce testament, il avait prévu léguer à Cléopâtre les territoires romains qu'il avait en charge de gouverner. Et avait déposé ce testament, qui était secret, à la responsabilité d'une Vestale. Une Vestale, c'était une prêtresse à Rome. Et normalement, elle aurait dû garder le secret. Mais Octave, avec tous les avocats qu'il avait parmi ses partisans, avec d'autres personnes influentes, a réussi à persuader cette femme de livrer le secret à Octave. Et quand Octave a lu le secret, il l'a publié aussitôt. Le scandale à Rome était absolument gigantesque, ce qui a permis à Octave de recruter une armée et de la lancer, lui en tête, contre Marc-Antoine en Orient. Et ça a été la bataille d'Actium. Ça s'est terminé à Actium. Je rappelais que les Vestales, c'était des filles de bonne famille qui devaient rester vierges toute leur vie. Elles étaient les épouses de Dieu. Ouais. Et si jamais elles trahissaient, elles étaient enterrées vivantes. Elles étaient emmurées. Emmurées. Vivantes. Absolument. Donc, c'était Eh bien, ça, déjà, ça s'était dégradé au niveau romain. Parce que si c'était encore le cas à l'époque d'Octave et d'Auguste, jamais Octave aurait pu obtenir le testament secret. Jamais il aurait pu l'avoir. C'est un nouveau signe de l'évolution interne de la société romaine. Alors, on a vu aux États-Unis, donc, je vais, avant de regarder les diapositives, qu'est-ce qui se passe-t-il aux États-Unis aujourd'hui? Je fais de la politique, là. Là, on va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pas des sciences sociales. Ah, non. Mais les conséquences sociales de ce qui se passe vont être absolument gigantesques aux États-Unis. Absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les dernières élections américaines ne font quoi? Elles ont fait, en l'espace d'une campagne électorale, la même évolution que Rome entre 130 avant notre ère et 30 avant notre ère. Le même processus, mais raccourci sur une durée extrêmement réduite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains, en votant? Ils ont élu Trump, président des États-Unis. Ils ont donné à Trump une majorité au Sénat. Et on se pose la question, aujourd'hui encore, si les électeurs n'ont pas donné également une majorité à la Chambre des représentants pour Trump. C'est en cours d'établissement, c'est en cours de certification. Une grande majorité démocratique et républicaine dans des élections incontestables. Incontestable. Même incontestable. Et le score électoral est net. Il n'y avait pas de discussion possible. Kamala Harris ne pouvait que reconnaître sa défaite. Quand il y a eu la pas encore élu. Comment? Quand il y a eu la convocation de la réunion d'aujourd'hui, Trump n'était pas encore élu. Oui. Non, il n'était pas encore élu. Donc j'ai ajouté. Donc vous mettez votre conférence avec les dates de la semaine. Je suis bien obligé de tenir compte des derniers événements. Pour une conférence qui était prévue. Mais c'est historique tout ça.
Écoutez, soyons sérieux quand même. Hein. Alors, je suis sérieux, monsieur. Mais non, on va pas Je suis sérieux. le débat sur les sciences sociales. Ah oui, ce qui s'est passé il y a 3 jours. Bon, On est obligé d'en tenir compte. Écoute, c'est bon, ça va. On ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est ça. on verra. On verra la suite. Moi, j'attends la suite. Ça, c'est du côté des électeurs américains. J'attends la suite. Et l'autre côté, j'ai parlé tout à l'heure du cumul des magistratures par octave, Auguste. Et bien là, Trump est en train de faire un cumul des magistratures. Un cumul de. Des magistratures. L'équivalent, l'analogue, avec en particulier l'institution judiciaire américaine, je cherche le nom déjà. Ça, La Cour suprême. La Cour suprême des États-Unis, qui maintenant est à sa botte. Je te signale qu'il était On assiste à l'analogue de cette partie de l'histoire romaine. Je te signale qu'il était en voie d'être jugé et déclaré Oui, incomptable. j'ai appris ce matin que les procédures judiciaires contre lui sont définitivement arrêtées. Évidemment. C'est fait. Non, mais attends, c'est pas au Il juge les de a décider, c'est pas au juge de décider ce que le peuple veut Oui. comme président. Oui. Ah, c'est le peuple qui a décidé. C'est pour ça que je te le dis. Ah, c'est incontestable. Voilà. C'est Il incontestable. faut arrêter le pouvoir des juges. Alors, dernière analogie entre l'Amérique et Rome, la dernière analogie, c'est au niveau sociétal. J'ai vu à la télévision, entendu à la radio, lu dans la presse, lu sur la toile, de nombreux reportages sur l'Américain moyen, sur les Américains dans la population. Il y a une forte population de ces Américains, et ce que je vais dire, c'est quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur origine culturelle, sont tous soumis aux mêmes difficultés. Imaginons un travailleur américain, modeste, qui gagne suffisamment sa vie pour pouvoir acheter à crédit une maison. Il habite cette maison. Qu'est-ce qui se passe avec les inflations successives qui sont produites, qui ont été accélérées par le Covid, qui ont été accélérées par les guerres commerciales entre les États-Unis, la Chine, et puis les États-Unis, l'Europe, etc., il y a eu une flambée des prix de consommation courante aux États-Unis. Très importante. Toujours valide. À un tel point que les frais de la maison, le travailleur ne peut plus les assumer. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend sa maison. Il récupère l'argent, liquide les dettes, il lui reste un petit peu d'argent, il liquide ses dettes et un peu d'argent, il achète un mobil-home, il loue un terrain, il pose le mobil-home dessus. Et puis il vit là-dedans. Ah, j'en ai connu comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. Non, mais j'en ai Il y en a beaucoup comme ça. C'est-à-dire des Américains, il y avait une vie, je dirais, conforme au rêve de vie américain, avec un confort de vie matérielle du rêve américain, et bien ils sont obligés de le quitter, de le réduire, et qu'arrive-t-il aujourd'hui? Eh bien le propriétaire du terrain augmente le loyer du terrain, à un tel point qu'il est obligé de revendre ce mobil-home et de terminer son existence dans sa voiture. Beaucoup de reportages racontent ça. Eh bien, une bonne partie des électeurs de Trump, c'est là qu'il faut les chercher. C'est là qu'il faut les chercher. Il y a même beaucoup de Noirs et d'Hispaniques. Beaucoup de Noirs, Et et même des Portoricains. parce qu'ils ont compris que c'était celui qui pouvait les défendre contre le système. Ils ont cru en lui. Et ils croient en lui. Bah, Absolument. c'est leur choix. Absolument. À Rome, les guerres civiles romaines ont été alimentées par le même problème, en fait, en Italie. Exactement par le même problème. Alors maintenant, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, c'est ma dernière question. Au niveau politique. Et sociétal, c'est ma dernière question. Je te réponds. On t'écoute. Je peux répondre? Oui. Alors, dans son dernier mandat, Trump a réussi un exploit inouï. L'affaire entre Israël et le Maroc, le Soudan, les Émirats arabes unis, le Koweït, et c'était en place avec l'Arabie saoudite avant le 7 octobre. Oui. Maintenant, alors il avait également rencontré le dirigeant de Corée du Nord qui le menaçait de garder ses ponts. Parce qu'entre fous, on s'entend mieux qu'entre des gens soi-disant raisonnables et des fous. Bon. Oui. Après, je vais dire ce qui va se passer. Il y aura d'accord entre Israël et l'Arabie, l'Iran, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le rêve de l'Église de l'unification de Corée
sera accompli par Trump si on lui laisse le vent. Et la Chine et la Russie. Alors, ils vont abandonner l'Ukraine parce que l'Ukraine, comme chacun sait, ça c'est un rêve expansionniste des Allemands. Hein, c'est le Deutschland über alles, c'est l'espace vital, le Lebensraum. Ils n'ont pas réussi par la guerre, ils étaient en passe de réussir par la douceur. Oui. Je connais les Ukrainiens, j'ai organisé un congrès en Ukraine, je connais tous ces gens-là. Donc là, il faut qu'il lâche l'Ukraine. L'Ukraine est orthodoxe, elle est slave, elle est russe. Avant, on l'appelait la petite Russie. La petite Russie. C'est l'Allemagne qui veut l'Ukraine, parce que l'Allemagne est un pays industriel, l'Ukraine est un pays agricole. C'est l'Algérie, l'Allemagne. Alors que si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française. Nous, on n'a pas intérêt. Voilà. Oui. Alors, il va demander aux Allemands et aux autres de contribuer aux frais de leur défense. C'est-à-dire que les Allemands qui ont profité du fait qu'ils n'avaient pas d'armée à entretenir pour monter en grade par rapport à la France, qui était avant eux économiquement sous Pompidou. Enfin, maintenant, on est très en dessous. Maintenant, ils vont être obligés de payer leur défense. Et qui va émerger en Europe? La France, seule puissance nucléaire européenne en Occident, et la Russie, des alliés traditionnels qui vont s'entendre et il y aura la paix en Europe. Voilà. Oui. Donc je pense que Trump, il a réussi déjà, ce qui était inouï, hein, entre Israël et certains pays arabes, il va continuer. La paix en Asie, il va continuer. Hein, et je pense qu'en Europe, je pense qu'il va vraiment laisser détruire les germes des guerres en Europe. Oui. Au Proche-Orient et en Extrême-Orient. Voilà. C'est ce que je pense personnellement. Alors, quand Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix à peine réélu, je ne sais pas pourquoi, hein, qu'est-ce qu'il a fait. Bon, ensuite, il a fait des choses, mais à peine élu, il a le prix Nobel de la paix. Eh bien, moi, je crois que le prochain prix Nobel de la paix, si le jury suédois est objectif, ça doit aller à toi. Voilà. C'est mon idée personnelle et je la partage. Voilà. Et là, je veux revenir en France. Non, mais moi je me base sur des faits, hein, pas sur des idées, des préjugés, des machins. Tous les médias français ont été contre Trump. Hein, voilà, tous les médias français. C'est des bobos. Alors, Trump a été largement élu par le peuple. Et d'ailleurs, il y a une analogie entre le comportement des célébrités françaises, des médias français à l'égard de Trump, et des célébrités des médias français à l'égard de Trump. Ouais. Et ce qui se passe aux États-Unis avec les artistes. Avec les artistes qui étaient contre Trump pour les mêmes raisons, dans les mêmes conditions. C'est ce monde de bobos privilégiés, etc. Exactement. Qui veulent gérer les choix populaires. Ils prennent le peuple pour des cons. Ben les gens du peuple ne sont pas aussi bons que ça. Ils voient quel est leur intérêt. Alors, on verra. Voilà. Alors, une question qui se pose maintenant aux États-Unis, est-ce que Trump risque d'évoluer comme Auguste avait évolué? Il a commencé consul, sa carrière politique, à sa première fonction, et il a terminé quasiment empereur. Alors moi je dirais, on l'appelle empereur, ça vient d'impérium qui veut dire simplement le pouvoir suprême. Ce que je crains, c'est l'évolution inverse. C'est-à-dire la tentative de se dédiaboliser. Ah ben il est déjà dédiabolisé. Non, mais là il n'est pas, il est hyper diabolisé. Mais je sens qu'il essaie de se dédiaboliser. Il a été reçu gentiment par Biden, alors qu'il accusait de tous les noms. De tous les noms, oui. Bon, j'ai l'impression que il va. Oui, alors, il a été parmi les premiers à la Monsieur le Président du Club Science. Est-ce que c'est le moment de la pause? Oui, si tu interviens. Mais là, tu termines pas. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est pas vraiment parler de la France, parce que, bon, il y a beaucoup de sujets encore à traiter, et des sujets non politiques, entre autres. Des sujets non politiques. Je voudrais que la deuxième partie, ce soit sur les sujets non politiques, avec la pause entre les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, c'est bien. Hein? Une bonne idée? Non, parce que là, ça c'est encore politique. Ça, c'est encore politique, mais je continuerai pas dessus. Non, mais voilà, je continuerai pas dessus. Pour l'instant, tu n'as fait que de la politique. Voilà, j'arrête. Non, mais j'aimerais un peu. Je m'attendais que tu parles des sociétés secrètes. Bon. Ouais. Les sociétés secrètes, il n'y en a pas dans le secret. Alors, le rôle des sociétés secrètes. Non, mais tu vas en parler. Oui. Un certain nombre de diapositives, j'ai mis dessus des extraits de l'opinion
Mais je ne le montrerai pas parce qu'on va changer de sujet dans la deuxième partie. J'avais mis des extraits de l'opinion exprimée de chercheurs d'un certain nombre de laboratoires publics. Mais, Et alors, en particulier CFR. Voilà, j'essaie de Bobo, on peut l'être. Donc, Denis, voilà, je est-ce qu'après la pause, on peut continuer à notre sujet ou on fait quand même une discussion? Que préférez-vous? La discussion ou les autres sujets? Qu'est-ce que vous préférez? D'autres D'autres sujets, alors d'autres sujets.